Jusqu'à maintenant, on a rencontré des professionnels qui œuvrent auprès des gens en fin de vie ou encore des proches qui ont vécu le départ d'une personne aimée. Je vous propose dans cet épisode le témoignage d'un de mes anciens collègues de travail, Yves Nadeau. Yves a reçu un diagnostic de cancer en 2006. Il nous raconte avec beaucoup d'aplomb et d'honnêteté son parcours de vie avec la maladie, les étapes qu'il a franchies au fil du temps jusqu'à sa décision de demander l'aide médicale à mourir. Je vous présente en parallèle le témoignage de Lauriane Goulet-Plamondon, médecin en soins palliatifs. En nous parlant de ce qu'elle fait auprès des malades, elle nous éclaire sur le cheminement de Yves, mais aussi sur celui d'autres patients. Elle nous livre en plus sa façon de voir son travail, les services méconnus qu'elle peut offrir et sa philosophie sur les soins palliatifs et l'aide médicale à mourir. Ça va faire bientôt 17 ans que je vis avec du cancer. Fait que le cancer, ça fait partie de ma vie. Ça fait plus que le tiers de ma vie que je vis avec du cancer. Donc, mon premier cancer, c'était en 2006, un cancer du rein, stade 3. Puis, on m'a enlevé le rein, point. Puis, j'ai pas eu de traitement de chimio, rien. Mais j'ai eu 10 ans de paix, puis de bonheur, de pure joie, où est-ce que je me suis éclaté à plein de niveaux, là, voyage professionnel. Puis, j'en menais large. J'ai une récidive à 6 endroits le 21 septembre 2016. Ça allait pas bien dans l'été, j'étais plus capable de courir. Moi, j'étais très, très sportif là, dans les 10 ans de rémission que j'ai eu. J'étais très, très en forme. Puis je faisais 6 activités sportives par semaine. Je faisais 2 fois 10 km de jogging, c'était mon adrénaline, j'adorais ça. Ça faisait 20 ans que je faisais de la natation, 2 fois 2400 mètres de natation le lundi, mercredi soir à Cap-Rouge. Puis je faisais du hot yoga, là, je faisais du yoga à pyramide. Il y avait juste le dimanche que je faisais rien. Bref, j'ai rencontré l'urologue qui a repris en charge mon dossier pour me faire dire, en fin de compte, qu'on m'a échappé dans mes suivis. J'ai toujours fait mes suivis. J'ai rencontré cet urologue-là le 4 octobre 2016, puis il m'a dit que je m'en sortirais pas. Le cancer était revenu. Il m'a rencontré le dernier patient en cabinet privé. Puis il me dit « Tu t'en sortiras pas. Je te donne à peu près 16 mois si on fait rien, puis 10 ans si on fait de quoi. » Là, il attendait ma réponse. J'avais eu quand même quelques semaines à y réfléchir. Puis là, j'ai dit « Ben, on fait de quoi? » J'ai recommencé la chimiothérapie là, pour le cancer du rein. Métastatique. Puis j'ai eu une réponse très positive. J'ai eu une réponse complète, donc disparition complète des métastases, mais les dommages osseux étaient faits là. Les os ne se referont pas. Mais je devais poursuivre là, cette chimiothérapie-là. Mais c'est quand même des chimiothérapies orales. C'est moins difficile qu'aller à l'hôpital pour avoir une chimiothérapie intraveineuse. Mais j'en ai fait 2 ans et demi, puis là, ça s'est mis à repopper, à revenir au mois d'août 2019 au tibia. Donc, c'est là que la douleur est vraiment apparue. Puis j'ai commencé la médication antidouleur. Ça a commencé avec du Tylenol. Après ça, ça a commencé avec de la morphine. Puis, dans cette même année-là, en août 2019, ça l'a repopé encore au bassin du côté droit. L'orthopédiste oncologue a décidé de reconstruire le bassin droit avec une prothèse totale du bassin. Puis là, c'est vraiment que le processus de douleur a embarqué. J'ai embarqué sur une autre chimiothérapie plus sévère. J'avais essayé l'immuno durant l'été, ça n'a pas fonctionné. Puis cette chimiothérapie-là amenait beaucoup d'effets secondaires, mais c'est surtout les douleurs physiques là, qui apparurent. Il y a beaucoup de patients qui ne sont pas souffrants physiquement, mais psychologiquement, il y en a, mais il y en a d'autres qui ont fait un cheminement. Puis habituellement, s'ils ont été pris plus tôt en soins palliatifs, parce que les soins palliatifs, c'est pas juste à la fin de la vie, il y a de plus en plus de soins palliatifs précoces qui peuvent être accompagnés pendant des années. Puis il y a de l'évidence clinique même avec l'ASCO, qui est l'Association américaine d'oncologie, qui dit qu'il devrait être dès le diagnostic d'une maladie fatale. Ça fait partie des soins oncologiques d'avoir une équipe palliative qui sert à soulager les symptômes de maladies qu'on ne peut pas guérir.
Mais mes patients ne sont pas tous éligibles parce qu'ils n'ont pas toutes des souffrances persistantes, constantes, qui ne peuvent pas être soulagées autrement. Puis c'est le pas soulagé autrement, puis les autres alternatives qui m'aident, moi, à offrir l'aide médicale à mourir parce que je sais qu'est-ce que je peux offrir, qu'est-ce qui est possible avec les soins palliatifs, puis qu'est-ce qui n'est pas possible, par exemple. Tout ça dans le contexte que la souffrance, c'est quelque chose de très personnel, puis que c'est pas moi qui décide, c'est où la limite. C'est pour ça que je vous disais que je suis pro-choix, dans le sens que j'accompagne mes patients, peu importe, mais je ne fais pas des AMM dans la liste de courriels qui sont envoyés par le GIS, qui est le groupe interdisciplinaire de soutien pour l'aide médicale à mourir. Puis là, on peut piger nos patients là-dedans puis aller faire leur aide médicale à mourir. Moi, je m'occupe de mes patients. C'est pas mal sûr que j'ai parlé d'aide médicale à mourir avec beaucoup, beaucoup de patients, beaucoup de familles, parce qu'avant, les gens, ils voulaient pas l'aide médicale à mourir, mais ils voulaient mourir. Mais en fait, ils voulaient-tu vraiment mourir ou ils voulaient juste arrêter de souffrir? C'est très difficile à dire s'il y a un genre de portrait type de la personne qui demande l'aide médicale à mourir. Je pense à des gens, tu sais, dans la trentaine, dans la quarantaine que je l'ai faite. J'en ai parlé avec des gens de tout âge. J'en ai fait aussi à des gens de 90 ans et plus, des gens religieux, des gens non religieux, des femmes, des hommes, des gens très éduqués, des collègues médecins, mais des gens aussi qui n'ont pas leur secondaire 5, des trappeurs, tu sais, peu importe en fait, là, c'est des gens qui souffraient beaucoup psychologiquement. En fait, le critère de souffrance psychologique est très important, mais ça, c'est très personnel. Il y a des gens qui souffraient par perte d'autonomie, mais il y a des gens qui souffraient parce que une perte de contrôle, une sensation de perte de contrôle, mais il n'y a pas de profil de je vais le voir dans la rue puis je vais dire ah oui, lui. À travers tout ça, j'avais fait un retour au travail à 50% en enseignement durant l'année 2018-2019. J'avais même organisé un voyage étudiant. Là, je m'étais dit, même si ça a bien été, remonter de ça, ça faisait ma troisième fois que je revenais en béquille, reprendre à remarcher. Puis là, je savais que c'était une opération handicapante, là, que j'allais probablement rester avec une canne. Ce qui fait que je marche toujours avec une canne à l'extérieur de la maison, là. Dans la maison, ça va pour les déplacements, là. Puis c'est là que je me suis senti handicapé puis invalide, puis que je m'en sortirais pas. Je pense que l'aide médicale à mourir, elle a sa place parce que je suis au premier endroit puis j'ai les connaissances au bout des doigts pour réaliser qu'il y a des souffrances que je ne peux pas soulager. Puis il y a des processus, des gens que je rencontre trop tard. Des gens, des patients que le docteur de soins palliatifs rencontre trop tard. Puis que c'est déjà cristallisé, puis que les patrons de douleur ou de souffrance psychologique sont irréversibles. Alors là, l'aide médicale à mourir peut être une option. J'ai récupéré, il y avait tout le processus de réadaptation physique là, en physio durant l'automne. J'ai laissé passer les fêtes 2019. Puis je me suis dit, ça fait 3 ans que je me bats. Est-ce que ça vaut la peine de continuer? Puis la loi de l'aide médicale à mourir avait été adoptée, là, je pense, dans les années 2016-2018. Je ne me rappelle plus, mais c'était quand même frais. J'ai pris l'information au CLSC, puis je voyais pas pourquoi je deviendrais une lourdeur là, davantage. Là, puis j'ai fait la demande d'aide médicale à mourir le 4 février, je pense, 2020, juste avant la pandémie. J'ai été évalué une première fois à Saint-Raymond. Puis j'ai eu une deuxième évaluation ici au domicile là, avec un médecin, un autre médecin. Puis j'ai su à la fin de la rencontre que mon aide médicale à mourir est acceptée. L'aide médicale à mourir, pour moi, c'est pas des soins palliatifs. C'est un soin, oui, mais c'est très jeune encore, puis ça vient combler un besoin que je pense qui existe dans la population actuelle avec les changements sociaux, le désir de contrôle,
puis une perte, en fait, de vision de c'est quoi le mourir normal, puis une méconnaissance, en fait, de ce qui est possible d'être fait en soins palliatifs. C'est un peu pour ça que j'ai choisi d'accompagner mes patients qui choisissent l'aide médicale à mourir aussi, parce qu'au départ, moi, j'ai été formée puis j'ai grandi avec la légalisation là, de l'aide médicale à mourir en décembre 2015. Puis, quand j'ai été confrontée à mon premier cas, j'ai comme fait, ben je peux pas le laisser à quelqu'un d'autre parce que je suis maternante, mais aussi parce que pour moi, les soins palliatifs, c'est dans la globalité. C'est pas juste la maladie, c'est ben, sa famille, c'est tout le processus avant, c'est les symptômes actuels qui peuvent être soulagés. Mais moi, je suis moins dans la technique de l'aide médicale à mourir puis des choses à cocher, mais que de toute la personne. Moi, je dis toujours que c'est Lauriane qui rencontre Odile, puis c'est le docteur Goulet qui s'occupe du patient après, là. Je lui ai demandé si elle a rencontré des personnes qui étaient décidées dès le départ de demander l'aide médicale à mourir parce que ça semblait être la solution à ces moments difficiles qu'ils étaient en train de vivre. Mais les infirmiers, ils vont au départ voir le patient, puis après, ils peuvent me présenter le cas puis dire, ben là, il y a un besoin de médecin à domicile pour des soins palliatifs. Puis des fois, ils me disent, ah, ce patient-là, il me parle juste d'aide médicale à mourir, c'est ça qu'il veut, c'est ça qu'il veut. Puis je le rencontre, puis finalement, la majorité des gens, ils veulent s'informer. Ils veulent avoir des informations sur c'est quoi, mais après, quand je leur parle qu'il y a moyen de dissocier le corps de l'esprit avec les médicaments, de vous faire profiter de la présence de vos proches jusqu'au dernier moment où c'est que là, on vous endort, vous êtes comme dans une chirurgie. Puis, nous, on prend soin de votre corps, on est capable de voir, même si vous ne nous parlez pas, si vous souffrez, si vous avez du mal. Puis, on va mettre les bouchées doubles pour que vous soyez confortable, mais on ne provoquera pas votre décès dans les derniers jours de vie. Ça les rassure de savoir qu'il existe une alternative, finalement, à l'aide médicale à mourir. Parce qu'il y a une bonne méconnaissance de ce qui est possible d'être fait en soins palliatifs. Les soins palliatifs, souvent, les gens pensent que c'est de la morphine, puis qu'on va les canter, qu'ils vont avoir mal au cœur, puis qu'ils vont mourir, mais c'est vraiment pas ça. Puis ça a beaucoup évolué dans les dernières décennies. Mais moi, j'ai grandi dans ma formation en croyant que je travaille pour la vie jusqu'à la fin de la vie. Puis que c'est primordial puis essentiel de conserver la qualité de vie plutôt que la quantité. Il y a beaucoup de chimio, de soins qu'on peut faire pour prolonger la vie en années même, mais qui ne vont pas guérir les personnes. Mais c'est déjà une job à temps plein, puis il y a des spécialistes pour ça. Moi, je m'occupe des symptômes. Puis à la fin, c'est plus mon rôle, justement, dans la fin de la vie, de rendre les gens confortables. Donc, quand je leur explique ce qui est possible de faire, je dis des fois que je fais comme de l'improvisation, mais adapter, en fait, c'est comme une recette qu'on ajuste là, au goût de la personne, puis que justement, c'est ça qui fait la beauté de la chose. Les gens sont tous différents, dans leur contexte de vie différent, avec leurs personnes proches, parce que c'est pas toujours de la famille, des fois c'est des amis, des fois c'est des collègues de travail. On est capable de tisser quelque chose qui est à leur image puis qui leur convient. L'aide médicale à mourir, c'est une infime partie, là. Puisque Yves est encore là, à nous raconter son histoire 3 ans et demi plus tard, vous vous doutez sûrement qu'il a choisi une autre voie que celle de l'aide médicale à mourir. C'est ce que nous découvrirons dans le prochain épisode.